Alors, j'étais en train de vous remercier d'avoir accepté de tirer un bilan pour nous. Et je viens d'expliquer qu'il y aurait donc 2 temps dans votre présentation, un temps plutôt d'exposition, puis de questions-réponses. Et surtout, je n'oublie pas, maintenant que vous nous entendez, de vous remercier au nom des personnes présentes et de la Mission laïque française d'avoir accepté de nous aider à nous poser les bonnes questions. C'est à vous. Merci beaucoup pour votre accueil. J'aurais vraiment aimé être avec vous physiquement, mais on n'a pas pu trouver le bon moyen de venir avec les contraintes que j'avais aujourd'hui en France. Voilà. Donc merci de m'accueillir parmi vous, même si c'est à distance. Quand nous avons préparé cette intervention, j'ai trouvé que le titre qui rendait compte de nos échanges était finalement quand est-ce que les outils numériques améliorent les apprentissages scolaires. Et on s'est posé des questions vraiment, enfin, ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, c'est la question des plus-values majeures du numérique en fonction de quelle fonction pédagogique, pour quelle fonction pédagogique. Et dans un deuxième temps, on va se focaliser sur l'évaluation et les apports du numérique dans le domaine de l'évaluation. D'abord, pour définir, quand je parle de numérique, en fait, je parle de façon très générale des technologies de la mémoire et de la communication qui se développent chez les humains depuis quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'années. Et il y a eu un certain nombre d'événements majeurs dans l'histoire de ces technologies et le développement du couple ordinateur-Internet est un des événements majeurs de cette histoire. Et peut-être que l'invention de l'imprimerie est le précédent événement majeur de ce développement des technologies. Ce qui nous intéresse en éducation, c'est qu'au fur et à mesure que ces technologies se développent, on se pose la question de la place de ces technologies de la mémoire et de la communication dans les écoles. Et par exemple, ça fait dire à certains, les livres seront bientôt obsolètes dans les écoles. Et quand on lit la citation complète, les élèves recevront un enseignement visuel, il est possible d'enseigner tous les domaines de la connaissance par le cinéma. Notre système scolaire va complètement changer d'ici 10 ans. Vous devinez peut-être l'époque à laquelle on a pu dire ça. C'était en 1913 que Thomas Edison a dit ça. Donc, autrement dit, chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie de la mémoire et de la communication qui arrive, bien entendu, on imagine qu'elle peut bouleverser l'école. Dans d'autres secteurs de notre vie, il est absolument établi aujourd'hui que le numérique, c'est-à-dire ce couple ordinateur-internet dont on parle aujourd'hui, a envahi nos vies de façon extrêmement rapide, notamment chez les plus jeunes, mais pas que. Et on est passé, en l'espace de quelques dizaines d'années, de ces technos qui n'existent pas à ces technos qui occupent la population des pays riches plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine. Une enquête, une seule, qui met en regard des résultats obtenus avec la même méthode comparant ce qui se passe au début des années 70 et ce qui se passe au début des années 2010 aux États-Unis. On s'intéressait à une chose, les pratiques de lecture, comment les Américains moyens passent de temps par jour à lire. La réponse est 1h46 au début des années 1970 et 4h30 au début des années 2010. Quand on parle de révolution de ces technologies de la mémoire et de la communication, de révolution numérique, on parle de ça. On parle de quelque chose qui a un impact extrêmement profond, extrêmement important sur ce que les gens font, ce que les humains font avec ces technologies. Ça donne un petit peu le vertige quand on rapporte ça à l'invention de l'écriture. S'il a fallu 5000 ans pour arriver de 0 à 1h46, il a fallu à peine 40 ans pour arriver de 1h46 à 4h30.
Et bien entendu, les choses continuent. Hein. Si on s'intéresse à ce qui s'est passé depuis 2010, on a des événements absolument incroyables qui auraient pu prédire, par exemple, que Facebook allait complètement disparaître. Hein. Facebook, c'est la ligne en vert hein, que vous voyez ici. Que Facebook allait complètement disparaître des pratiques adolescentes, alors que c'était l'outil le plus utilisé à l'automne 2012. Voyez où on en est aujourd'hui. Qui était capable de prédire, on n'est plus chez les adolescents, mais chez les enfants, que certains de ces outils qui n'existaient pas il y a quelques années encore, allaient envahir l'existence, non pas uniquement des adolescents, des jeunes adultes, mais des enfants aussi. C'est ça qui est en train de se passer. Et en gros, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça donne en éducation, qu'est-ce que ça donne dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage. Et ce qui est intéressant, vous avez la gentillesse d'évoquer la collection Mythes et réalités en éducation. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en éducation, on entend souvent des affirmations à propos de ces bouleversements numériques que nous sommes amusés à recenser et à critiquer. Par exemple, l'idée que les jeunes, les élèves, les enfants, les adolescents préfèrent travailler sur des outils modernes, tandis que les enseignants sont accrochés à leurs vieux outils. Vous voyez, un discours sur un effet de génération par rapport aux outils numériques. Moi, ça, on sait que c'est un poncif, mais que ça ne correspond pas à une réalité. Si les élèves préfèrent travailler avec des outils numériques, c'est une préférence générale, mais ça masque pas mal de diversité. Et la diversité est encore plus grande chez les enseignants, dont une grande majorité n'est absolument pas accrochée à ces vieux outils. Et voilà, on a continué comme ça à essayer d'analyser, de rendre compte de la réalité des résultats de recherche aujourd'hui sur un certain nombre de ces affirmations qu'on trouve à propos du numérique en éducation. On pourra y revenir si vous voulez, mais c'était simplement pour signaler que quand on s'intéresse au numérique en éducation, on entend énormément de discours, notamment médiatiques, qui sont pas forcément tout à fait étayés par des travaux empiriques. Alors, quand on s'intéresse aux travaux qui étudient de façon empirique les apports du numérique dans l'éducation, les travaux de recherche, on constate une première génération de travaux, de grandes analyses de la littérature sur le domaine qui date du début des années 1990. À l'époque, on n'est pas capable d'avoir d'autres conclusions que on ne sait pas trop, ça dépend des outils, des étudiants, de l'âge, hein, c'est des étudiants, des élèves, des contenus enseignés, etc. On a une deuxième génération de grandes synthèses de la littérature qui date des années 2010, voire de la fin des années 2010, et qui conclut à un effet positif du numérique sur les apprentissages scolaires. Mais je ne sais pas si vous êtes familier de cette littérature sur les méta-analyses. La taille de l'effet, hein, le gain, la plus-value apportée par les outils numériques est relativement modérée. On considère généralement que on a un effet significatif, un effet important, un effet intéressant quand on atteint la valeur de D égale 0,4 et vous voyez qu'on est un petit peu en dessous. Et il y a un peu plus de 20 ans déjà, une collègue néerlandaise, Erika de Vries, avait dit finalement, si on veut comprendre les apports du numérique en éducation, il ne faut pas se poser la question en général, est-ce que les outils numériques apportent quelque chose, mais se poser la question des fonctions pédagogiques, c'est-à-dire pour quel apprentissage, avec quels élèves et sous quelles conditions on utilise tel outil en classe. Et quand on a cette entrée par les fonctions pédagogiques, on y voit beaucoup plus clair. Et cette très très belle idée que Erika de Vries avait eue au début des années 2000 a été confirmée 17 ans plus tard par une grande synthèse de la littérature publiée par des collègues canadiens qui disait en gros la même chose. Si on regarde les résultats
le résultat le plus important est peut-être que quand on s'intéresse aux outils numériques au service des apprentissages scolaires, ce qu'il faut prendre en compte, ce sont les aspects pédagogiques. Autrement dit, les outils ne fournissent pas en eux-mêmes des plus-values pédagogiques. C'est ce qu'on en fait pédagogiquement qui peut éventuellement présenter une plus-value. Et je vais prendre quelques exemples maintenant. Si on s'intéresse à une fonction pédagogique du numérique, comme présenter de l'information, c'est quand on montre aux élèves des textes, des images, on leur fait écouter des sons. Et en gros, on demande aux élèves d'être attentifs, de traiter cette information et surtout de la comprendre. C'est toutes ces activités de type cours magistral, etc., études de documents, ces activités qui sont réputées passives, alors que bien entendu, il n'en est rien. Ils sont on peut être physiquement passif, mais cognitivement très, très, très actif. Et ce que montrent les travaux, c'est que si on utilise les outils numériques pour présenter de l'information, on a de grandes plus-values comme le fait qu'on est capable aujourd'hui de représenter des connaissances qu'on ne savait pas représenter auparavant, qu'on ne pouvait pas représenter. Le domaine sciences physiques, par exemple, est sans doute le plus remarquable de ce point de vue-là. Quand on étudie des phénomènes physiques complexes, aujourd'hui, on peut présenter aux élèves des choses qu'on ne savait pas présenter auparavant. Et cette immense plus-value qu'on retrouve un petit peu dans toutes les disciplines est accompagnée de limites, hein, c'est-à-dire que parfois, les informations tellement plus riches qu'on peut présenter aujourd'hui sont trop riches, trop complexes et en quelque sorte dépassent les capacités des élèves. Et donc, il faut être très parcimonieux, très précis dans la façon d'utiliser ces nouvelles technologies pour enrichir la présentation de l'information. Si je change, je m'intéresse à une autre fonction pédagogique, hein, la fonction de lecture-compréhension ou d'apprentissage de la lecture. Alors, on trouve des apports du numérique qui sont, pour l'instant, assez limités. Par exemple, les collègues de l'Université de Valencia ont écrit une superbe synthèse sur le sujet en 2018 et qui montre que, toutes choses égales par ailleurs, à l'heure actuelle, les élèves, et quel que soit leur âge, enfants, adolescents, adultes, comprennent mieux le même texte imprimé sur du papier que présenté à l'écran. Et cet effet de supériorité du papier disparaît quand on laisse les élèves lire à leur rythme. Autrement dit, quand on donne un texte sur écran, les élèves, si on leur donne la possibilité de lire moins vite sur écran, de ralentir leur vitesse de lecture, alors ils vont comprendre aussi bien. S'ils ont le même temps pour lire, ils vont comprendre moins bien. Et ce que montrent ces collègues de l'Université de Valencia aussi, je trouve très, très intéressant, c'est que l'avantage de la lecture sur papier concerne surtout les textes informatifs, les articles journalistiques, par exemple, mais pas tellement les textes narratifs, les romans, les nouvelles, etc. Peut-être parce que, en tout cas, c'est leur hypothèse, on a des habitudes de lecture qui n'ont pas tellement changé. Lire un roman, c'est toujours lire un roman, tandis que peut-être lire un article journalistique, aujourd'hui, on passe moins de temps à lire en profondeur, à lire en totalité des articles journalistiques, mais on va peut-être lire plus d'articles, mais de façon plus superficielle. Si on s'intéresse à une autre fonction pédagogique, hein, comme écouter un document sonore et écouter un texte sonorisé, qu'on va réaliser, par exemple, dans le cours d'éducation musicale, en langue étrangère, en langue maternelle, etc., etc. On voit apparaître, bien entendu, tout un tas d'avantages, mais un effet que je vais reprendre tout à l'heure, parfois de fausse facilité. C'est l'effet de l'information transitoire.
un document sonore qui, si vous comparez le même texte que vous donnez à lire à des élèves ou à écouter à des élèves, par exemple, vous avez enregistré sur un lecteur MP3, les élèves lecteurs, même assez jeunes, même à partir de 9-10 ans, savent réguler leur lecture, et quand c'est difficile, ils vont ralentir leur vitesse de lecture. Quand ils ont raté quelque chose, ils vont revenir en arrière, alors qu'avec un document sonore, cette capacité de s'arrêter, de revenir en arrière sur les passages les plus difficiles est beaucoup moins développée, rendant de façon assez paradoxale la compréhension du même document, du même texte, parfois un peu plus exigeante quand il est présenté comme sur un support sonore plutôt que sur un support écrit. Sur les vidéos et les animations, donc les vidéos, l'aspect réaliste, les animations, l'aspect plus virtuel, on a des résultats qui sont là aussi très intéressants parce que on obtient des contrastes très très forts selon, comment dire, selon l'objectif d'apprentissage que l'on poursuit avec une vidéo. Par exemple, une étude conduite par des collègues allemands a montré que quand on examine la littérature sur les vidéos, pour les apprentissages notionnels, l'apport est positif, mais vraiment modéré. Mais il devient plus fort quand la vidéo est utilisée non pas pour, je sais pas, présenter quelqu'un qui parle, mais quand elle est utilisée pour produire un effet de réalisme en sciences de la vie, par exemple. Et encore plus quand la vidéo est utilisée comme support pour des apprentissages procéduraux ou des apprentissages moteurs, c'est-à-dire quand on utilise la vidéo pour apprendre à faire quelque chose. Et là, l'effet, vous voyez le D qui a 1 et voire un peu plus de 1, on est très très au-dessus du 0,4 que j'évoquais tout à l'heure. Donc les effets de la vidéo peuvent être modérés ou très positifs selon l'objectif que l'on poursuit. Et on a toujours cet effet qu'on avait déjà avec le son de parfois être un petit peu submergé par le flux de la vidéo. Trop d'informations viennent à la fois. Les élèves qui peuvent être en difficulté pour décider quand faire pause sur la vidéo, quand revenir en arrière sur la vidéo. De sorte que beaucoup de travaux montrent que quand on conçoit un document vidéo, on a tout intérêt, nous, enseignants, à insérer des pauses dans la vidéo pour laisser le temps aux élèves de comprendre ce qui est en train de défiler. On l'a fait pendant le confinement avec des étudiants en médecine sur un cours de physiologie du rein où on a montré que la même vidéo présentée en 20 minutes ou en 25 minutes, 25 minutes, vous avez compris, c'est la vidéo dans laquelle on a rajouté des pauses, quelques pauses de 5 secondes, la performance d'apprentissage, les progrès des élèves étaient de 30% supérieurs dans la condition vidéo avec pause comparé à la version vidéo sans pause. Rien que le fait d'introduire des pauses améliore grandement. Voilà. Je vais aller vite sur la recherche d'informations, qui est un domaine évident dans lequel on a énormément bénéficié de la révolution numérique, la richesse de ce qu'on propose aujourd'hui dans les recherches documentaires sur le web est sans commune mesure avec les recherches qu'on faisait quand moi j'étais élève. Mais, et c'est très intéressant, la recherche d'informations, donc c'est plus riche, plus rapide, avec beaucoup plus de possibilités d'exploration, mais, et c'est ça le paradoxe, plus d'exigences pour les élèves. Il est beaucoup plus exigeant de faire aujourd'hui, tellement ça va vite, tellement c'est riche. Il est beaucoup plus exigeant pour aujourd'hui un élève de 12-13 ans de faire une recherche documentaire que ça l'était à l'époque où moi j'étais élève. Et ici, je vous ai mis quelques exemples de nouvelles exigences qui apparaissent avec les supports numériques, avec cette incroyable richesse. Donc,
quand on s'intéresse aux plus-values des numériques, vous voyez, j'ai pris quelques exemples de fonctions pédagogiques, certaines fonctions dans lesquelles on a clairement un apport des outils numériques et d'autres domaines dans lesquels on n'a pas d'apport. Une autre façon de voir, c'est de s'intéresser aux disciplines. Les apports du numérique dans l'enseignement, l'apprentissage de l'algèbre n'ont à peu près rien à voir avec les apports des outils numériques en éducation physique et sportive, où il se passe des choses absolument extraordinaires aujourd'hui, alors que dans l'enseignement de l'algèbre, la grande révolution du numérique a eu lieu avec l'apparition des calculatrices en classe de mathématiques, donc il y a 40 ans maintenant. C'est complètement différent de ce qui se passe en géométrie, c'est complètement différent de ce qui se passe en géographie, où les outils numériques sont même en train de redéfinir, pour une part, la discipline géographie. C'est bien entendu différent dans le domaine du français, et en particulier dans la production écrite en français. Les apports du numérique sont aussi considérablement différents dans l'enseignement, apprentissage des langues vivantes, et de façon, là aussi, dans l'enseignement musical, la révolution numérique est en train d'avoir lieu et elle est extraordinairement intéressante, mais n'a à peu près rien à voir avec ce qui se passe, avec notamment les possibilités de création, et ce qui se passe dans d'autres disciplines. Donc, vous voyez, on a un paysage extrêmement contrasté quand on s'intéresse aux effets du numérique dans des disciplines scolaires différentes. Donc, je vais vous proposer une synthèse de la première partie. Je n'ai exploré que 6 fonctions pédagogiques devant vous, alors que dans le rapport que vous avez eu la gentillesse de citer tout à l'heure, j'en ai exploré 24. Donc ici, vous avez une synthèse des fonctions pédagogiques dans lesquelles on a en général un effet positif des outils numériques dans le domaine de l'enseignement-apprentissage. J'ai évoqué présenter l'information, j'ai évoqué rechercher de l'information, mais on pourrait aussi parler de résoudre des problèmes et calculer, bien entendu s'entraîner, un des domaines dans lesquels on a les apports les plus importants, bien entendu apprendre à distance, et le confinement nous en a apporté la preuve, même si c'était une période très difficile à vivre. Le domaine de l'évaluation, et on va y revenir en détail tout à l'heure. Bien entendu, un domaine extraordinaire dans lequel il se passe aussi des choses très intéressantes, c'est la scolarisation des élèves à besoins particuliers, la production de textes, l'expérimentation assistée par ordinateur, tout le domaine de la réalité virtuelle et des simulateurs, et enfin, l'apprentissage par cœur, en tout cas, dans certaines disciplines. Et puis, il y a d'autres fonctions pédagogiques, par exemple la vidéo que j'ai évoquée, pour lesquelles, pour l'instant, on a un effet des outils numériques qui est plutôt limité. Je m'arrête là-dessus parce que on a un effet plutôt limité en moyenne, mais je vous ai dit tout à l'heure que pour la vidéo, on pouvait avoir un effet positif pour certains objectifs pédagogiques, voire un effet très positif pour certains objectifs pédagogiques. Et je vous ai dit aussi que sur la vidéo, finalement, la même vidéo peut être efficace ou inefficace si elle a été bien conçue, par exemple en ajoutant des pauses, ou pas bien conçue. Donc quand je dis effet plutôt limité, c'est un effet moyen qui est plutôt limité, qui peut cacher des contrastes, là aussi, qui sont assez forts. Il y a ensuite des domaines comme l'apprentissage de la programmation, l'amélioration de la motivation des élèves, etc., qui sont des domaines dans lesquels, en l'état actuel des connaissances, on n'a pas d'effet attesté empiriquement des apports du numérique. Et enfin, on a des domaines dans lesquels, pour l'instant, on a des effets qui sont plutôt négatifs, comme la prise de notes, même si l'effet n'est pas extrêmement négatif, il est vraiment faiblement négatif, mais au jour d'aujourd'hui, en moyenne, les élèves au lycée, à l'université, prennent des notes de meilleure qualité papier-crayon qu'avec un laptop. Et non seulement les notes sont de meilleure qualité, mais généralement les notes obtenues à l'examen final sont meilleures pour les élèves qui prennent des notes papier-crayon qu'avec un ordinateur. Encore une fois, les différences sont pas très importantes, mais c'est bien un domaine dans lequel les apports des outils numériques, de la prise de notes,
et donc limité. Tout ça, bien entendu, doit être vu au prisme du fait que pour qu'un outil soit efficace, c'est bien d'efficacité, de plus-value dont j'ai parlé, c'est autrement dit d'utilité. Bien entendu, ça ne suffit pas. Pour qu'un outil soit véritablement utilisé en classe, il faut qu'il soit efficace et perçu comme efficace. Il faut aussi qu'il soit facile d'utilisation, parce que des bons outils utilisables uniquement par leur concepteur, ça ne sert à rien. Il faut qu'il soit donc objectivement et subjectivement utile et utilisable. Mais il faut aussi, pour qu'il y ait véritablement une intention d'usage, une acceptabilité de l'outil, que ces outils soient compatibles avec les contraintes des salles de classe, les contraintes d'organisation du temps, d'organisation de l'espace, des contraintes, bien entendu, d'outils disponibles, mais aussi, et c'est important de le rappeler, des contraintes de tout simplement d'organisation sociale de la classe. Comment sont organisées les relations entre l'enseignante ou l'enseignant et ses élèves dans la classe. Autrement dit, attention, dans cette première partie, je vous ai parlé des études qui se centraient sur l'utilité, les mesures d'efficacité, les mesures de plus-value, mais en faisant ça, je n'ai éclairé que cet aspect du schéma qui ne suffit pas à prédire l'usage en classe des outils. Voilà, je vous propose de faire une première petite pause avec des questions, si vous avez des questions ou des remarques ou des critiques, et puis ensuite de faire une deuxième partie de la présentation plus centrée sur l'évaluation, si vous le voulez bien. Merci Monsieur Tricot. On va proposer aux personnes dans l'auditorium de éventuellement vous poser déjà une ou plusieurs questions. Est-ce que... Voilà, il y a un bras qui se lève. Monsieur Tricot, une première question, peut-être par analogie, sur l'exemple que vous avez retenu de cette vidéo qui est mieux reçue, mieux comprise par les élèves si le professeur fait des pauses régulières. L'analogie est la suivante. N'en est-il pas de même avec d'autres technologies, par exemple un texte qui est mieux appréhendé, mieux compris par les élèves si le professeur fait des pauses, une conférence notamment, et merci pour cette pause d'ailleurs. Voilà, je voulais juste lancer le débat. Merci. Oui. Alors, merci pour votre question qui est effectivement très intéressante parce que vous avez raison, on a exactement le même effet quand on s'intéresse aux vidéos et quand on s'intéresse aux discours enregistrés. Et l'effet délétère du discours continu ou l'effet positif des pauses, j'ai dirigé plusieurs thèses sur les pauses en compréhension orale, en langue vivante, on a exactement le même effet. Donc vous avez tout à fait raison. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, cet effet disparaît quand on est en lecture. C'est-à-dire quand on est en lecture, très vite, les enfants, on va dire quand ils ont bien développé leur capacité de lecture, 10, 11 ans, 12 ans, régulent eux-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a des activités dans lesquelles les élèves arrivent bien à auto-réguler, c'est le cas de la lecture, et d'autres activités comme écouter une piste sonore, essayer de regarder une vidéo dans lequel on a plus besoin de l'intervention du prof dans cette activité d'autorégulation. Il semble qu'en lecture, les élèves suffisamment grands aient en quelque sorte automatiser l'autorégulation, ce qui est assez impressionnant, parce que quand on fait des études sur l'analyse des mouvements oculaires, vous voyez très bien, sans même que l'élève en ait conscience, que sur tel mot difficile, le regard s'arrête. Sur telle phrase difficile, le regard repart en début de phrase. Et ça se fait quasiment sans que l'élève en ait conscience. C'est une autre paire de manches avec une vidéo ou un document sonore. Donc, merci beaucoup pour votre remarque.
Oui. Ça vient dans la droite ligne de la question qui vient d'être posée, c'était sur l'écoute des documents sonores. Vous disiez qu'il générait une moindre capacité de retour en arrière et de ralentissement. Et pourtant, dans les adaptations proposées aux élèves à besoins éducatifs particuliers, et notamment aux élèves souffrant de troubles 10, certaines préconisations sont de fournir plutôt des livres audio. Donc, quid de cette préconisation? Est-ce qu'on doit l'accompagner? Est-ce qu'on doit préconiser de faire les deux en même temps? Est-ce que c'est pas générer une double tâche que de faire les deux en même temps? Et comment on arrive à résoudre ce hiatus-là? Merci aussi pour cette question. Votre question est tellement importante que j'ai même dirigé une thèse sur ce sujet parce qu'on était en effet assez interloqués par cette recommandation de fournir des supports sonores aux élèves avec dyslexie. Et ce qu'on a montré dans cette thèse, c'est que effectivement les élèves les élèves avec dyslexie. Alors attention, nous on était avec des élèves de fin de cycle 3. Je ne veux pas généraliser au-delà de la population que nous avons étudiée dans cette thèse, mais on a montré que les élèves avec dyslexie ne bénéficiaient pas d'un document audio quand on compare le même document qu'on leur donne à lire quand ils lisent. Je dis bien des élèves de fin de cycle 3, je dirais quelque chose de complètement différent pour des élèves de cycle 2, bien entendu. Mais pour des élèves de fin de cycle 3, quand on leur donne un texte à lire, ils vont ralentir leur vitesse de lecture par rapport aux normaux lecteurs et arriver à des niveaux de compréhension qui sont comparables avec ceux qu'on a en écoute d'un document sonore. Quand on dit aux élèves, mais arrêtez-vous sur les passages difficiles, revenez en arrière, les élèves avec dyslexie n'y arrivent pas, tandis que les normaux lecteurs arrivent, quand on leur donne des conseils, de faire des pauses, revenir en arrière, arrive à le faire. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on a obtenu dans cette thèse, c'est que le même document sonore dans lequel on a inséré des pauses, comme on l'a fait avec les étudiants en médecine et leur cours en vidéo sur la physiologie du rein, on a montré que quand on insère des pauses dans un document sonore, le niveau de compréhension des élèves avec dyslexie est exactement le même que les normaux lecteurs. Donc on compense complètement la difficulté de compréhension en insérant des pauses dans un discours, dans un fichier audio. L'idée serait que l'audio impose une sorte de traitement continu et je dois encoder un mot et finalement en réfléchissant ça paraît normal, c'est quand j'ai entendu un mot, je ne l'entends plus. Alors que quand je lis un mot qui me pose difficulté, je peux continuer à le lire. Et donc, en quelque sorte, un document sonore, quand j'ai pas compris, c'est trop tard. Et les pauses joueraient ce rôle de temps en temps, il faut que je m'arrête d'encoder des mots nouveaux pour me centrer sur la compréhension. Et pendant la pause, en fait, je n'ai qu'à comprendre, je n'ai plus à encoder des mots nouveaux. C'est la raison pour laquelle les pauses auraient un effet tellement positif avec les élèves porteurs de dyslexie. Et sur la deuxième partie de votre question, figurez-vous que j'ai une étudiante qui a décidé d'en faire son sujet de recherche. Et donc, on va effectivement tester avec des élèves dyslexiques la double modalité. Lire un texte pendant qu'on l'entend. On sait qu'avec les élèves normolecteurs, ça a un effet interférent. Les élèves normolecteurs sont gênés quand on leur fait écouter un texte qu'ils lisent. Mais notre hypothèse, c'est que peut-être avec les élèves dyslexiques, au contraire, écouter un texte qu'on lit, en quelque sorte, le fichier son guiderait la lecture au sens visuel. Mais vous doutez bien qu'on va essayer d'insérer des pauses de façon pertinente. Mais c'est clairement la direction on veut tester maintenant. On va prendre une troisième et dernière question pour ce premier temps. Oui, dans la dernière diapositive sur les moins-values du numérique, vous citez la coopération, ce qui coopérer a un effet mesuré, voire plutôt négatif. Là aussi, on s'adresse à des élèves de cycle 3 où on parle d'élèves d'âge
C'est assez étonnant, en fait, à la lecture de... Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est parce que, en fait, dans cette littérature sur la coopération à travers des outils numériques, donne des résultats négatifs parce que là, je parle de la littérature qui compare la même tâche de coopération où on met 4 élèves dans la même pièce autour de la même table en train de résoudre un problème de maths, par exemple, et 4 élèves à distance. Coopérer à distance, c'est plus difficile que coopérer en présence autour d'une table. On perd la richesse des regards, on perd la perception qu'on a du corps de l'autre et ces micro-régulations qu'on fait quand on est assis autour d'une table. Mais bien entendu, et c'est peut-être dans ce sens que vous le voyez, quand on compare des élèves qui apprennent seuls à distance et des élèves qui apprennent en coopérant à distance, alors bien entendu, on apprend mieux à distance en coopérant que tout seul. Donc en gros, c'est une histoire de points de comparaison. Et quand je disais effet mesuré ou plutôt négatif, c'était dans ce sens. C'est quand on compare avec la coopération en classe. Merci pour ces éléments. C'est une très bonne nouvelle pour nous qui avons fait l'effort de nous réunir physiquement à Séville justement pour coopérer pendant quelques jours. On vous laisse poursuivre, Monsieur Tricot. Merci. D'accord. Donc la deuxième partie était plus centrée sur l'apport des outils numériques dans le domaine de l'évaluation, mais je vais apporter quelques éléments de contexte sur les évaluations scolaires, puisque vient d'avoir lieu la conférence de consensus sur l'évaluation. D'abord rappeler que l'évaluation, c'est le pari rationnel. Hein, c'est l'idée que quand on a un objectif à atteindre et qu'on se donne des moyens pour atteindre cet objectif, on peut se poser la question: est-ce que j'ai atteint l'objectif? Et si je n'ai pas atteint cet objectif, comment est-ce que je peux améliorer les moyens pour mieux l'atteindre la prochaine fois? Et donc l'évaluation scolaire, comme toute autre forme d'évaluation, peut être conçue à l'intérieur de ce pari rationnel. En tout cas, je propose de l'inscrire dans ce cadre-là. Ce qui est intéressant dans la littérature sur l'évaluation, c'est que on a quelque chose de très bien montré par la recherche empirique en éducation, c'est que parmi tous les facteurs qui favorisent la réussite des élèves et qui peuvent être étudiés de façon empirique, le feedback des enseignants, hein, les évaluations fournies par les enseignants sur les apprentissages des élèves sont tout simplement le facteur qui, en l'état actuel des connaissances, contribue le plus à la réussite des élèves, juste avant, mais bon, la différence est infime, avec la relation de confiance entre l'enseignant et les élèves. Donc, il y a une chose qu'on sait dans le domaine de la recherche sur les apprentissages scolaires, c'est que l'évaluation contribue de façon majeure à la réussite des élèves. Une autre façon de dire la même chose, c'est que quand on étudie le fameux testing effect, l'effet de l'évaluation, vous savez, ce sont des expériences dans lesquelles on prend deux groupes d'élèves qui apprennent la même chose pendant le même temps, sauf qu'un groupe d'élèves est interrompu pendant l'apprentissage pour une évaluation. Les élèves doivent donc mettre en œuvre les apprentissages qu'ils ont appris pendant, mettons, la première moitié du cours, et ils vont recevoir un retour sur ce qu'ils ont fait, répondu à une question, fait un exercice, résolu un problème, bref, mis en œuvre la connaissance. Ce qui est intéressant, c'est que on pourrait se dire, interrompre l'apprentissage pour faire une évaluation, c'est perdre du temps, hein, puisqu'on est à temps égal. Hein. Les élèves ont 2 heures dans les deux conditions. Donc, si vous interrompez pour faire une évaluation d'1 quart d'heure, vous avez plus que 1 heure 3/4 d'enseignement par rapport à l'autre groupe qui a eu 2 heures d'enseignement. Toutes ces études à temps égal montrent que c'est toujours le groupe qui a été évalué pendant l'apprentissage qui réussit le mieux l'évaluation à la fin de l'apprentissage. Donc, être évalué pendant qu'on apprend, ça n'est pas du temps perdu.
bénéficier d'un retour sur la façon dont on a essayé de mettre en œuvre la connaissance produit un effet positif. Et c'est sans doute un des effets les mieux étayés dans la littérature empirique. Et il y a eu, bien entendu, tout un tas de synthèses qui ont essayé de comprendre pourquoi les élèves qui bénéficient d'une évaluation pendant l'apprentissage apprennent mieux que ceux qui ne bénéficient pas de l'évaluation pendant l'apprentissage. Autrement dit, on a de solides résultats empiriques, les deux que je viens de vous présenter, qui montrent à quel point l'évaluation contribue aux apprentissages. Mais on a aussi cette littérature pléthorique sur les effets psychosociaux de l'évaluation qui montre que quand les élèves se sentent menacés par une évaluation, par exemple quand il y a une note ou quand ils se sentent comparés à d'autres élèves qui sont plus forts qu'eux, alors l'évaluation ne produit pas l'effet bénéfique que je viens de vous présenter, mais au contraire produit un effet délétère. Un effet délétère sur les performances, mais aussi un effet délétère sur la personne elle-même, avec des effets de découragement, voire des effets de construction d'une moins bonne image d'eux-mêmes. Et ça, c'est extrêmement documenté depuis plus de 50 ans. Il y a même des travaux un peu plus récents qui montrent que les enseignants eux-mêmes peuvent se faire piéger par l'évaluation. Ici, j'ai pris l'exemple de l'évaluation notée. Ici, ce sont des collègues suisses qui ont fait cette étude. Juste, je vous raconte cette étude avant de vous montrer le résultat. En gros, une étude très simple. On donne à des professeurs une dictée qu'ils doivent évaluer et il y a deux types d'évaluation qui est proposée, une évaluation notée et une évaluation avec des commentaires. Et donc une évaluation qualitative. Et c'est la même dictée que tous les enseignants doivent évaluer, mais pour certains enseignants, on écrit sur la dictée, voilà, ça c'est une dictée de tel élève dont les parents sont d'origine sociale favorisée. On raconte que la maman est architecte, le père est médecin, ou la maman est médecin, le père est architecte. La même copie est présentée à d'autres correcteurs comme venant d'un élève issu d'un milieu défavorisé. Papa travaille dans le bâtiment et maman est serveuse dans un restaurant. Et voilà les résultats qui sont obtenus. Dans la condition origine sociale défavorisée, le fait de donner une note a un effet délétère, alors que vous voyez que pour les élèves, dans la condition avec note, il y a une différence entre les élèves selon leur origine sociale. Ici, c'est bien entendu le nombre d'erreurs qui est noté, alors que dans la condition commentaire, l'effet de l'origine sociale des élèves disparaît complètement. Je vous rappelle que c'est un effet de l'origine sociale qui est complètement fictif, puisque c'est une dictée qui a été fabriquée pour les besoins de l'expérimentation. C'est exactement la même dictée, c'est la seule information fictive qui est fournie. Autrement dit, le fait de noter les élèves, le fait de comparer les élèves entre eux a un effet sur les élèves, mais ça a aussi un effet sur les enseignants avec l'effet des stéréotypes sociaux qui est très 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 bien montré dans la littérature. Donc on a une sorte de littérature sur l'évaluation qui est très ancienne, très solide, qui montre à la fois des effets bénéfiques absolument incontestables et des effets délétères biaisés socialement qui sont absolument solides empiriquement. Puis voilà, vous savez qu'il y a une littérature très ancienne qui montre d'autres biais d'évaluation qui sont
qui sont bien connus aussi. Et donc, bien entendu, quand le numérique arrive, on se dit, ouf, enfin, on va avoir des outils d'évaluation qui vont permettre de se déprendre un petit peu de ces biais d'évaluation, de ces biais de subjectivité, de ces biais sociaux qui pèsent sur l'évaluation. Donc avec un double raisonnement, les outils numériques vont permettre aux élèves de ne pas se sentir menacés, parce que j'ai aucune raison de me sentir menacé par un ordinateur, alors que je peux me sentir menacé quand j'ai un jugement qui est produit par un autre être humain. Et on va aussi se débarrasser de biais du côté des enseignants, puisque finalement, ce n'est plus les biais de subjectivité de l'enseignant qui peuvent être produits quand l'évaluation est réalisée par ordinateur. Et donc, c'est avec ce double espoir qu'on commence. Juste, je voulais faire un certain nombre de rappels sur l'évaluation, mais on y reviendra éventuellement, et je voudrais aller tout de suite à cette question, aux apports et aux limites. Je crois que une des choses les plus importantes qu'a montré la dernière conférence de consensus sur l'évaluation des apprentissages au service des élèves, c'est que une des pires choses qu'on puisse faire avec une évaluation, c'est vouloir lui faire remplir plusieurs fonctions à la fois. Quand on conçoit une évaluation pour aider à apprendre, une évaluation au service des apprentissages, il est assez probable que cette évaluation au service des apprentissages ne puisse pas remplir d'autres fonctions que celle-là. Et en voulant faire remplir plusieurs fonctions à une évaluation, et on le fait beaucoup, chacun d'entre nous, et moi le premier, sans doute que on produit des erreurs d'évaluation, et le fait d'avoir un outil numérique pour le faire ne change pas grand-chose à ce problème d'évaluation qui sont pas assez centrés sur leur objectif. Deuxièmement, quand on s'intéresse au diagnostic, c'est-à-dire qu'est-ce que l'évaluation nous fournit comme information à propos de l'apprentissage des élèves. Ici, j'ai donné quelques exemples de diagnostic. Les outils numériques nous aident peu. C'est-à-dire que peut-être que les outils numériques peuvent nous aider à être plus objectifs dans le constat, mais peut-être que le rapport dans le domaine du diagnostic est, en l'état des connaissances, finalement assez modeste. Là aussi, il y a plus de 40 ans de travaux sur cette question des diagnostics assistés par ordinateur dans le domaine de l'évaluation scolaire. Et pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que il n'y a pas beaucoup d'apports. Il y a bien entendu de la recherche sur les feedbacks, sur les feedbacks les plus efficaces. Et la recherche sur les feedbacks peut nous permettre de dire, mais finalement, dans quel cas est-ce qu'on pourrait utiliser des outils numériques, sous quelles conditions on pourrait utiliser des outils numériques au service de l'évaluation. Et là, la recherche sur les feedbacks nous fournit en quelque sorte un cahier des charges pour concevoir des évaluations au service des apprentissages. De la même façon, les personnes qui travaillent sur ces feedbacks, là je vous ai présenté sous forme de liste, ils peuvent vous le présenter aussi sous forme de tableau. Ce que j'essaye de dire, c'est que la littérature sur l'évaluation nous dit à la fois l'évaluation en l'état actuel des connaissances et ce qui contribue le plus directement à la réussite des élèves, et ce feedback, l'évaluation au service des apprentissages, on a aujourd'hui d'assez bonnes connaissances sur ce qui fait qu'un feedback est efficace et donc ce qui fait qu'un feedback n'est pas efficace. Autrement dit, le cahier des charges est assez précis. J'insiste, ici je vous présente
une autre façon de voir ce cahier des charges. Hein, c'est la grande synthèse de Black et Williams sur l'évaluation formative qui, là aussi, nous dit, voilà, pour qu'une évaluation soit véritablement formative, voilà les qualités que doit avoir une évaluation. Là encore, il me semble que le terrain est bien balisé. On a une vision claire de ce qu'est une évaluation formative efficace aujourd'hui. Et quand on regarde les apports du numérique, je crois qu'on est saisi, je vous donne directement ma conclusion, entre l'extrême richesse, l'extrême diversité des outils numériques qui peuvent être au service des évaluations et en même temps le côté finalement assez ciblé des outils numériques. Les outils numériques ne peuvent pas faire tout dans le domaine. Donc, qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on sait bien faire? Qu'on sait bien faire depuis des années? Ce sont les tests autocorrectifs. Il y a une littérature pléthorique qui montre qu'il n'y a rien de plus facile à faire que des tests autocorrectifs. Il n'y a rien de plus efficace que ça. Des outils qui sont donnés aux élèves et qui leur permettent de bénéficier tout de suite de la correction de leur exercice. Donc le feedback, ce qu'on appelle le feedback immédiat, hein, c'est tout de suite je sais si ce que j'ai fait est correct ou pas correct, voire même un commentaire sur mon erreur. C'est quelque chose qu'on sait faire aujourd'hui et qui est d'un grand apport et même d'une supériorité par rapport à l'évaluation par un humain, parce que bien entendu un humain qui est un enseignant dans une classe où il y a 35 élèves, il peut pas fournir un retour immédiat à 35 réponses différentes, alors qu'on peut le faire avec un outil numérique. Une autre chose qu'on sait faire aujourd'hui, ce sont les systèmes de vote interactifs. Et là aussi, on a depuis de longues années, depuis une quinzaine d'années maintenant, tout un tas d'outils, de solutions numériques qui montrent que dans le dialogue qu'une enseignante ou un enseignant peut avoir avec ses élèves à propos des connaissances qui sont en train d'être construites et évaluées dans la classe, ces outils permettent de faire vite et mieux ce qu'on pouvait faire auparavant, mais sans doute un peu moins bien, sans doute un peu moins précisément, sans doute en impliquant un peu moins d'élèves. On a tout un tas de services qui permettent de développer ces outils-là. Beaucoup de ces services sont accessibles. Beaucoup de ces services sont gratuits et les effets sur les apprentissages s'accompagnent d'effets sur la motivation des élèves. Donc on a un paysage sur cet aspect de l'évaluation qui est un paysage qui montre clairement un net avantage des outils numériques. Et voilà, finalement, quand je vous présente un autre cahier des charges sur l'évaluation, qui est une autre formulation du cahier des charges que je vous ai présenté tout à l'heure, alors on peut se dire effectivement que ce soit l'évaluation pour l'élève ou l'évaluation pour l'enseignant, on est capable de construire des outils numériques capables d'évaluer la performance à la tâche, d'évaluer l'apprentissage, peut-être un peu moins bien, l'apprentissage c'est-à-dire les progrès, peut-être un peu moins bien le mode opératoire, c'est-à-dire comment l'élève s'y est pris pour répondre, peut-être un peu moins bien le diagnostic, c'est-à-dire pourquoi l'élève a produit cette erreur. Et finalement, le feedback informatif, quand il ne porte que sur la performance à la tâche et sur l'apprentissage, il peut être produit numériquement avec tous les effets bénéfiques que je viens d'évoquer. Mais pour ce qui concerne le mode opératoire, comment s'y sont pris les élèves et le diagnostic, pourquoi ils ont produit cette erreur, les effets sont beaucoup plus, dans notre futur. Peut-être qu'un jour on y arrivera, mais aujourd'hui on n'y arrive pas. Dernière précision, tout ça, ça marche dans les domaines où la tâche est bien définie. C'est-à-dire ce qu'on propose aux élèves, il y a une question, il y a une bonne réponse, le reste n'est pas une bonne réponse.
Dans ces domaines bien définis, on sait faire ça. Mais il existe dans la scolarité des élèves tout un tas de disciplines, tout un tas de tâches scolaires dans lesquelles on n'est pas dans le bien défini. Il n'y a pas une bonne réponse. Et donc, dans ces domaines ouverts de l'apprentissage, les apports des outils numériques sont beaucoup moins tranchants que ce que je viens d'exposer. OK, donc en synthèse, les apports du numérique, c'est le retour immédiat, c'est le retour personnalisé, c'est un retour neutre et c'est un retour qui bénéficie à l'élève mais qui bénéficie aussi aux enseignants. Il y a tout un tas de domaines de recherche qui essayent d'avancer dans ce domaine-là. Ça marche très bien dans les domaines bien définis. Dans les domaines ouverts, par exemple, l'évaluation automatisée de rédaction, il y a des travaux qui montrent que ça peut avoir des apports, mais juste comme une sorte de pré-évaluation, un pré-retour que l'élève irait chercher pour lui-même pour améliorer sa rédaction avant de la rendre à son professeur, qui lui serait capable de voir des aspects beaucoup plus profonds sur un texte produit par les élèves, tandis que la correction automatique se cantonnerait aux aspects plus superficiels de la rédaction. Donc, pour l'instant, dans les domaines fermés bien définis, ça marche très bien. Dans les domaines ouverts, on a des apports qui sont pas négligeables, mais qui sont quand même bien limités par rapport au domaine fermé. Et donc, les plus-values, c'est cette idée que peut-être que ces effets psychosociaux dont je parlais tout à l'heure pourraient être amoindris quand le feedback est fourni par un ordinateur. Voilà, je finis sur le fait que, vous voyez, l'effet obtenu est quand même important et on est au-dessus de 0,4 quand on peut fournir un feedback immédiat avec une explication. On a vraiment des effets très positifs de l'évaluation. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie. Et pareil, si vous avez des questions plus spécifiquement sur cet aspect, sur le numérique au service de l'évaluation, je suis à votre disposition. Merci, Monsieur Tricot. Je suis persuadée qu'il y a au moins une question qui va émerger. Il y en a une au deuxième rang, s'il te plaît, Julien. Bonjour, je me demandais si vous aviez des informations, des données sur les capacités de compréhension des élèves quant au feedback informatif donné par un ordinateur, par exemple. Est-ce que l'élève est toujours en capacité de comprendre en fait ce qui lui est écrit? Est-ce qu'il passe pas directement à la question suivante aussi en oubliant un petit peu en fait ce feedback informatif? Et du coup, ça m'amène aussi à l'idée que si on est sur des choses très fermées, est-ce qu'on ne revient pas un peu à l'idée des notes? Bon, pas bon, on passe à l'étape suivante. Voilà. Oui, merci pour cette remarque qui est extrêmement pertinente. Et effectivement, hein, le feedback informatique ne marche qu'à partir du moment où il est traité de façon profonde, hein, c'est-à-dire que l'élève se l'approprie. Et parfois, c'est pas l'ordinateur qui peut accompagner l'élève dans ce traitement profond, mais c'est bien parce qu'il y a une enseignante ou un enseignant qui accompagne ce traitement profond qu'il peut avoir lieu. Donc, bien entendu, je suis absolument d'accord avec votre remarque. Mais voilà, attention, bien entendu, vous avez raison, mais c'est vrai que quand un feedback est bien conçu, quand il est bien dosé, on a des effets positifs. Bien entendu, un feedback conçu par un humain sera toujours plus riche qu'un feedback produit par une machine. Mais voilà, dans les domaines un peu apprentissage simple, apprentissage par répétition, apprentissage par cœur, les apprentissages qui relèvent de l'automatisation. Vous voyez, ces apprentissages qui sont pas forcément très intéressants, les apports du numérique sont vraiment probants. Pour des apprentissages plus élaborés, non. Clairement non.
On va être obligé le directeur général de la MLF souhaite vous poser une question. Bonjour André Tricot, merci pour votre conférence. J'avais une question, évaluation versus certification. Est-ce que vous faites une différence et en ça, en quoi le numérique, parce qu'on utilise aussi beaucoup les enjeux de certification, et je pense en particulier à PIX, sur la certification des compétences numériques, et j'aimerais bien avoir votre point de vue sur justement cet enjeu de certification dans les environnements numériques. Oui, merci aussi pour cette question, et c'est effectivement une des choses moi qui m'a le plus qui m'a alerté en premier. C'est-à-dire que finalement, quand on construit un outil de certification, il faut pas vouloir lui faire jouer beaucoup d'autres rôles que de la certification. Et quand on veut concevoir une évaluation au service des apprentissages, c'est autre chose qu'on est en train de concevoir. Et si on veut construire un outil de certification et que cet outil de certification est numérique, alors c'est dans cette perspective-là qu'il faut regarder les limites des outils numériques et les apports des outils numériques. Mais sûrement pas en allant regarder du côté des apprentissages des élèves. Et parfois, vous citez PIX, mais voilà, il y a une longue histoire derrière avec tout un tas de variations. Parfois, je trouve que nous, institutions, et je me mets dedans, nous, institutions, nous n'avons pas été très clairs là-dessus. J'ai l'impression que parfois, on voulait quand même un petit peu les deux à la fois. On voulait de la certification et de l'évaluation qui sont au service des élèves. Et je crois vraiment que ce n'est pas rendre service aux élèves que de vouloir faire les deux choses à la fois. Merci. Merci. En guise de conclusion et de transition, on va donc aller au lycée français de Séville pour poursuivre par une première série d'ateliers. Justement, une partie de ces ateliers sera prise en charge par des élèves qui vont nous expliquer comment ils se certifient dans PIX et comment la plateforme sert aussi à des apprentissages. Peut-être en guise de conclusion, une question à propos de l'actualité brûlante, parce que novembre 2022, c'était votre conférence de consensus, c'était aussi le moment où nous avons tous découvert un outil qui va certainement révolutionner notamment les pratiques évaluatives, c'est-à-dire le fameux ChatGPT. Est-ce que vous allez refaire une conférence de consensus avec cet outil-là? Quel est l'avenir ? Je sais pas du tout. Là, c'est vrai que on est sorti lessivé de la conférence de consensus, donc là, pour l'instant, non, mais on est en train de continuer avec le réseau des INSPE, en fait, et le printemps de la recherche qui est organisé par le réseau des INSPE. Le printemps de la recherche a lieu au début du mois de juin de cette année et va être consacré à l'évaluation au service des élèves. Donc, c'est toujours le même thème. On est partenaire du réseau des INSPE là-dessus, et donc on verra bien si cette nouveauté rentre au printemps des INSPE. D'accord. Merci beaucoup, André Tricot. Merci. Merci. Merci.